à tous, je suis ravie de vous retrouver cette année. Alors certes en distanciel, mais avec toujours beaucoup de plaisir pour vous parler du réseau du CREAC en France. Vous me connaissez pour certains déjà. Je suis le docteur Isabelle Bocon-Gibaud. Je suis praticien hospitalier en immunologie clinique au centre de référence des angioëdèmes du CREAC à Grenoble. Et donc, je vais essayer d'éclaircir vos lumières sur qu'est-ce que c'est que le CREAC, le réseau en France, pour les patients d'angioëdème héréditaire, et puis un petit peu tout ce que nous faisons, tout ce que nous proposons. Donc, nos missions, le parcours des patients, l'accès que vous avez, qu'ont nos patients à l'éducation thérapeutique, la prise en charge qu'on propose en urgence, et puis notre petit dernier né qui va peut-être vous servir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. C'est notre site internet où vous allez pouvoir aller. Alors, il est vraiment tout neuf, hein, il vient juste de paraître. Donc, le CREAC est né, a été fondé en 2006 par une unité de médecins. Il est consacré donc à tous les patients qui présentent un angioëdème, quelle qu'en soit la cause. Donc, il propose des consultations, de diagnostics, une prise en charge thérapeutique, une prise en charge qui est personnalisée grâce à un programme d'éducation thérapeutique. Donc, il est labellisé depuis 2006 avec un coordonnateur national. Le centre du CHU de Grenoble-Alpes est le centre coordonnateur avec professeur Bouillet qui est coordonnatrice nationale et moi qui suis la co-coordonnatrice et responsable de l'unité de Grenoble, avec 3 centres de référence associés, Lyon, Lille et Paris, et 14 centres de compétences associés qui sont un peu partout, comme vous le voyez, sur le territoire français et aussi dans les DOM-TOM avec l'île de la Réunion. C'est les pathologies bradykéniques des angioëdèmes isolés récurrents. Alors, j'ai dit qu'il y avait toutes les pathologies d'angioëdèmes, mais bon, ce qui nous préoccupe dans les angioëdèmes bradykéniques, donc les angioëdèmes héréditaires avec déficit en C1 inhibiteur, les types 1 et 2, les angioëdèmes héréditaires à C1 inhibiteur normal, les angioëdèmes acquis par déficit en C1 inhibiteur, les angioëdèmes acquis médicamenteux, notamment aux inhibiteurs d'enzymes de conversion et aux sartans, et ce qu'on met un petit peu dans les cases, là, les non-histaminiques idiopathiques, parce que de toute façon, on ne les laisse pas sur le bord de la route. Donc, vous voyez la répartition dont je vous ai parlé pour vous dire que ce centre a été en fait labellisé dans le cadre du plan Maladies rares qui a démarré même depuis 2004, le premier, le deuxième, puis le troisième plan, puisque nous sommes au troisième plan national Maladies rares, avec comme principale mission d'expertise, de recours, de prise en charge sanitaire et médico-sociale. Et aussi, nous avons des missions de recherche et de surveillance épidémiologique. Donc, principalement, nous avons des axes stratégiques d'améliorer l'accès aux soins et la qualité de la prise en charge des malades, de répondre aux besoins spécifiques pour accompagner les malades, et puis, évidemment, reconnaître la spécificité des maladies rares, de développer l'information pour les malades, les professionnels et le grand public, d'organiser le dépistage et l'accès aux tests diagnostiques et surtout aussi poursuivre cet effort en faveur des médicaments orphelins. Les patients sont adressés au CREAC soit par des médecins de ville, des généralistes, des spécialistes, soit par des médecins hospitaliers, les allergologues, les dermatologues, les internistes, soit des médecins urgentistes, et notamment, je vous en parlerai par notre astreinte nationale. Et ils viennent surtout pour chaque centre de la région, mais effectivement, ils peuvent venir de bien plus loin. Alors, on a donc cette volonté de les adresser plutôt dans leur région de proximité sur les sites du CREAC les plus proches. Donc, les missions d'assurer la prise en charge cohérente et globale du patient pour améliorer cette prise en charge de proximité en lien avec les établissements et les professionnels de santé, mais aussi d'être l'interlocuteur de l'association de malades, donc l'AMSAO. Nous avons une association nationale de patients pour participer donc à l'amélioration de la prise en charge et de la qualité de vie du malade et de sa famille. Nous essayons aussi donc de développer cette collaboration donc au-delà de la France. Je suis ravie comme ça aujourd'hui de parler aussi avec vous, et on le fait aussi entre professionnels pour mettre en commun les moyens, accélérer les recherches, développer les outils de coordination entre tous les acteurs qui prennent en charge cette pathologie, et puis de participer bien sûr à l'amélioration des connaissances et rapporter à nos autorités administratives ces connaissances essentielles pour piloter la politique sanitaire dans le domaine des maladies rares.
Donc, pour les patients, le CREAC propose des consultations spécialisées réparties sur ces 18 sites de référence et de compétences et dans les DOM-TOM par des médecins qui sont experts, formés, pour l'accès au dépistage génétique et biologique, au diagnostic et à la prise en charge, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire français, y compris les DOM-TOM. Et le CREAC propose donc un programme d'éducation thérapeutique qui s'appelle EduCREAC, qui est développé depuis 2012 sur le site de Grenoble et déployé aujourd'hui sur plusieurs sites du CREAC. Et donc l'astreinte 24 heures sur 24, qui est à la fois pour les professionnels de santé, mais aussi réservée aux patients d'angioédème héréditaire uniquement, puisque c'est une maladie rare et on sait très bien que du coup, les patients ont des grandes difficultés à se faire entendre par le corps médical qui ne connaît pas bien cette pathologie et du coup, on leur permet un accès comme ça à cette ligne téléphonique en cas d'urgence. Donc, du côté des médecins, effectivement, nous avons des protocoles, un protocole national de soins, qui s'appelle un PNDS, et des réunions de concertation pluridisciplinaires nationales, mensuelles, pour les dossiers difficiles, pour discuter justement de diagnostics complexes qui peuvent être discutables, qui sont donc proposés aux professionnels qui prennent en charge les patients. Et donc, c'est ce qu'on appelle ces missions de recours et d'expertise. Donc, le parcours du patient et sa prise en charge commence déjà dès la consultation initiale. Quand le patient arrive sur notre site, il va être pris en charge, souvent pour un avis diagnostique, si le diagnostic n'a pas déjà été établi. Et c'est déjà, dès la première consultation, un temps d'éducation thérapeutique. Ensuite, on va lui proposer des consultations de suivi régulières, 1 à 2 fois par an, où on va mettre à jour les traitements, on va évaluer la fréquence, l'intensité des crises et surtout sa qualité de vie. Et on va à chaque fois se poser la question de l'indication d'un traitement de fond, de l'adaptation du traitement de fond et surtout aussi de l'éducation thérapeutique si elle est nécessaire. Et en général, il y a toujours quelque chose à faire de ce côté-là. Ensuite, régulièrement des consultations de suivi, toujours 1 à 2 fois par an et voilà, lui seront proposées suivant son lieu d'hébergement, enfin de vie, donc sur le site du CREAC qui correspond, avec toujours cette évaluation, fréquence des crises et qualité de vie et l'indication ou pas des traitements de fond et l'adaptation et de l'éducation thérapeutique suivant ses besoins en fonction de ses traitements. L'angioédème héréditaire, comme vous le savez, c'est une prise en charge qui reste globale et dont vraiment les volets les plus importants sont d'assurer votre sécurité, la sécurité du patient, d'améliorer sa qualité de vie et d'adapter et de personnaliser le traitement. Le traitement de crise, donc assurer la sécurité du patient, c'est tout d'abord traiter les crises, traiter rapidement les crises et ensuite aussi traiter en préventif la prophylaxie, empêcher les survenues de crise, soit à court terme puisqu'on est exposé à faire des crises, soit à long terme puisqu'on fait des crises fréquentes et que là, on veut limiter la survenue de crise par des traitements de fond. Les objectifs de traitement, puisque les crises sont imprévisibles et dangereuses, ils sont donc de 2 ordres, traiter les crises, limiter leur survenue. Quelle crise traiter? Donc, pour nous, en éducation thérapeutique, donc c'est toutes les crises qui sont au-dessus de la ligne des épaules, les crises ORL à cause du risque d'asphyxie. Comme vous le voyez ici, on a des posters, des schémas pour bien montrer toutes les crises qui sont au-dessus de la ligne des épaules et toutes les crises qui touchent évidemment la langue, la face, puisqu'elles sont elles-mêmes à 30% de risque d'œdème laryngé, ainsi que toutes les crises abdominales ayant une EVA supérieure à 5, c'est-à-dire une évaluation de la douleur qui devient intense. Alors, très vite, dès la première consultation, le temps d'éducation thérapeutique est indispensable et on explique au patient qu'il doit avoir sur lui, nous lui remettons une carte de soins et d'urgence qu'il doit avoir absolument sur lui tout le temps et certainement aussi s'il est sur le bord de la route, il y a un accident, qu'il arrive aux urgences, bien évidemment, et être connu de ce qu'on appelle le SAMU, c'est notre système de soins d'urgence, où il peut avoir une fiche avec son traitement et prévenir un numéro qui est le 15 si il a une crise qui peut être asphyxiante. On lui explique aussi qu'il ne doit pas rester seul après son injection de Firazir en cas d'atteinte des voies aériennes. Le traitement de crise, lequel est-il? Donc chez nous, nous avons l'icatiban, le Firazir, et puis nous avons aussi les concentrés de C1 inhibiteurs, le Berinert ou le Cinryze, et le recombinant,
de C1 inhibiteur le reconnaissent. Donc, le danatrol n'est pas un traitement de crise, je le rappelle, ni même les inhibiteurs de kallikréine. Alors, oui, je reviens juste là-dessus. L'acide tranexamique est un traitement très médiocre, on va dire, de crise. Donc, nous ne le recommandons pas, sauf pour des crises modérées, plutôt que rien, si le patient est sensible et que ce traitement lui fait du bien. Donc, les traitements spécifiques de crise sont identiques, que ce soit des angioedèmes héréditaires par déficit en C1 inhibiteur ou à C1 inhibiteur normal. Ils sont efficaces, ils sont auto-administrables, que ce soit en sous-cutané ou en intraveineux, mais ils sont coûteux. Donc, pour une crise, on sait qu'ils vont de 800 à 1600 €. Ceci dit, on dit bien aux patients que ça ne doit jamais, jamais être un problème pour traiter ces crises. C'est des traitements qui sont remboursés en France dans tous les cas, donc ça ne doit pas du tout être un problème. Donc, les traitements de crise, comme vous le voyez, c'est l'icatibant, c'est une seringue qui est pré-remplie, qui est auto-administrable. On va apprendre aux patients à s'auto-administrer. Le concentré de C1, donc, la dose est de 20 unités kilo. Tout flacon entamé doit être utilisé. Puisque c'est précieux et il n'y a pas de surdosage. Et c'est des injections en intraveineux lente et on peut également s'auto-administrer, apprendre à s'auto-administrer. Donc, l'icatibant va à tout le monde, sauf les enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes. Donc, le concentré de C1, par contre, lui, est autorisé pour les enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes. Et le recombinant de C1 inhibiteur, à partir de l'âge de 12 ans, 50 unités kilo et en injection intraveineuse. Alors, la sécurité des patients, c'est effectivement la rapidité de traitement des crises. Donc, plus le traitement est administré rapidement et plus il est efficace. C'est pour ça qu'on favorise l'auto-administration et l'administration ou l'administration à domicile par un proche, sachant qu'on va gagner en efficacité si on gagne en rapidité. Comme vous le voyez là, quand c'est administré moins d'1 heure après le délai du début de la crise, vous avez une crise qui va durer beaucoup moins longtemps. Moins de 2 heures, beaucoup moins longtemps, voilà, moins de 5 heures. La rapidité de traitement permet aussi une diminution plus rapide de la douleur et de l'intensité des crises abdominales. Vous voyez là une crise abdominale et l'intensité de la douleur qui monte comme ça. Donc, si vous traitez rapidement votre crise, vous allez diminuer non seulement l'intensité de la crise va s'arrêter, mais en plus, vous allez diminuer la durée de la crise, comme vous le voyez ici, quand vous traitez la crise. L'éducation thérapeutique, et nous la favorisons dans le CREAC pour favoriser l'autonomie du patient. Et donc, nous proposons et insistons auprès du patient pour qu'il puisse disposer d'avance de 2 seringues d'icatibant, de Firazir, à la maison ou à proximité, qui est donc injectable par voie sous-cutanée. Et pour les enfants, il y a un kit pédiatrique. Ensuite, l'auto-administration ou l'administration peut être faite par un proche et elle est recommandée. Donc, l'éducation thérapeutique, donc il y a, désolé, un petit problème de, de mise en page là, elle est tout à fait recommandée pour l'entourage, pour le patient et elle est même indispensable. Il faut connaître aussi les situations à risque. Donc, il y a des médicaments qui sont contre-indiqués, comme les inhibiteurs d'enzymes de conversion, des facteurs déclenchants, comme les soins dentaires qui sont traumatisants, les endoscopies et les interventions chirurgicales. Et donc, nous recommandons une prophylaxie, donc un traitement préventif qui s'imposera avant ces gestes-là. La prophylaxie, c'est exclusivement du concentré de C1 inhibiteur, du Berinert ou du Cinryze. Donc, dans notre protocole, le concentré de C1 inhibiteur, c'est 20 unités kilo à injecter dans les 6 heures qui précèdent le geste. Et d'autre part, avoir à disposition dans la salle d'anesthésie un traitement de crise, donc soit l'icatibant, Firazir ou du concentré de C1 inhibiteur. Pour les soins dentaires qui ne sont pas traumatisants, par exemple du détartrage, voilà, ou des soins courants, le patient dispose simplement d'un traitement spécifique de crise à disposition. Dans les 24 heures surtout, attention, dans les 24 heures qui suivent le geste, puisqu'on sait que globalement, les angioedèmes arrivent un peu à retardement, rarement au moment du geste, mais dans les 12 heures qui suivent. Donc, attention de bien garder votre traitement avec vous, surtout dans les 24 heures qui suivent le geste. Et il n'est pas nécessaire pour ces petits soins de faire une prophylaxie de concentré de C1 inhibiteur.
Et attention, c'est très important, l'icatibant n'est absolument pas un traitement prophylactique, c'est justement uniquement un traitement de crise. Le traitement de fond maintenant, donc nous disposons en France des traitements de fond un peu de première intention, donc nous avons des progestatifs, mais nous avons une alerte à NSM sur les méningiomes avec les macroprogestatifs. Donc maintenant, nous sommes beaucoup plus frileux. Donc nous gardons uniquement des microprogestatifs. Le danazol chez les hommes, mais vous savez que ce n'est pas toujours bien toléré. Il y a quand même des effets indésirables, notamment cardiovasculaires. Donc, nous avons aussi l'acide tranexamique, mais qui est un traitement de fond qui ne marche pas toujours très bien. Et puis, nous avons aussi des concentrés de C1 inhibiteurs et de recombinants. Bon, nous avons eu aussi des problèmes de pénurie anciennement, donc même récemment. Donc, nous avons la chance d'avoir eu des grandes avancées récentes avec des inhibiteurs de kallicréine, dont le lanadelumab, qui a eu l'AMM en 2018, qui est un anticorps monoclonal, et puis récemment le berotralstat, qui est une molécule chimique qui a eu un ATU de cohorte et maintenant qui est en post-ATU depuis 2021, qui a eu l'AMM européenne en avril 2021. Donc, pour nous, l'indication du traitement de fond doit être proposée à tous les patients qui présentent au moins une crise par mois ou 5 crises sévères par an, ou des crises qui entraînent un véritable retentissement sur sa qualité de vie. Bon, depuis la mise à disposition de l'icatibant, ce n'est pas un problème de traiter les crises, mais c'est vraiment un problème de qualité de vie qu'on doit mettre en avant. On a donc cette chance des nouveaux traitements, donc qui en plus du coup, donc le lanadelumab, qui est un inhibiteur de kallicréine, qui est une avancée majeure en termes d'efficacité, de qualité de vie. Actuellement, nous avons à peu près 210, même très exactement, patients à ce jour traités en France. C'est un traitement qui est auto-administrable. Et vous voyez, ça, je vous ai mis un petit peu où on en est de cette année. On a permis à des patients d'avoir des séances d'auto-administration du lanadelumab sur différents sites en France. Du coup, on a permis aussi à des aidants d'administrer à son conjoint, par exemple, donc le traitement. C'est des séances qui se font d'auto-administration du lanadelumab, comme on fait l'auto-administration du Firazyr. Mais ce qui est confortable, c'est que ce traitement ne se fait pas en crise, puisque c'est tous les 14 jours une injection sous-cutanée de 300 mg. Donc voilà. Le problème, c'est que l'anadelumab est quand même coûteux et qu'en périmètre de prescription, il est pour l'instant en deuxième ligne de traitement. Mais nous défendons le fait que la qualité de vie du patient doit être prise en compte avant tout dans notre protocole de soins. Et pour le berotralstat, qui est l'autre inhibiteur de kallicréine, qui vient aussi de sortir, c'est un traitement, lui, oral, mais donc c'est un comprimé par jour. La stratégie thérapeutique sera quand même à définir dans les prochains mois pour nos patients traités en France. On a à peu près une vingtaine de patients aujourd'hui qui sont traités. Donc, le choix du traitement de fond est établi en fonction du profil du patient, en fait, de son âge, de son genre, homme, femme, enfant, femme enceinte, du fait qu'il ait un déficit en C1 inhibiteur ou pas, puisque l'acide tranexamique, je vous disais, est pas toujours bien efficace, sauf qu'il reprend bien sa place dans les angioëdèmes à C1 inhibiteur normal, avec les mutations plasminogènes du fait de la physiopathologie, et c'est un inhibiteur de la plasmine, et du coup, il a effectivement une bonne efficacité attendue. Donc, le choix du traitement de fond tient compte aussi des comorbidités cardiovasculaires, des thromboses, de la voie d'administration, injectable ou par voie orale. Et il se fait absolument en concertation avec le patient et le médecin référent du CREAC. Donc, pour vous résumer un petit peu les traitements que nous avons, donc en traitement de crise, l'icatibant, les concentrés de C1 avec le recombinant, les traitements de prophylaxie court terme avec les concentrés de C1 et les traitements de fond, acide tranexamique, progestatif, danazol, concentré de C1, recombinant et inhibiteur de kallicréine. Et là, c'était pour bien vous montrer que c'était en fonction effectivement du profil du patient. Vous voyez que le lanadelumab est très plébiscité parce qu'il est très efficace, il est à partir de 12 ans. Et puis, évidemment, si les femmes sont enceintes, là, on se retrouve avec
réduit plutôt au concentré de C1 inhibiteur et à l'acide tranexamique. Si on a des enfants, eh bien, ça va être aussi en dessous de 2 ans plus difficile, hein, avec des concentrés de C1 inhibiteurs. Et puis, si c'est plus des hommes, on pourra quand même peut-être proposer du danazol, mais il faudra faire très attention aux comorbidités. Voilà, donc pour nous, nous avons donné dans le PNDS des consignes qui dépendaient plus de la qualité de vie des patients et de tenir compte de la tolérance aussi des traitements qui était indispensable pour, pour le patient, à prendre en compte pour le patient. Et voilà, un traitement personnalisé avec une adhésion du patient, pas de hiérarchisation des traitements, dans notre PNDS paru en 2021. Pardon. Alors ça, c'est une enquête donc, qui a été faite sur une vingtaine de sites du CREAC qui ont accepté de participer, qui comptait une file active de 714 patients qui avaient un déficit en C1 inhibiteur, à qui, donc c'est des médecins à qui on a demandé quels étaient pour eux les besoins non satisfaits émergents pour les patients. Donc, ils avaient 423 patients qui recevaient sur 714 patients, ils en avaient 423, donc 60% qui recevaient une prophylaxie. Ils considéraient que, donc la prophylaxie, donc c'est celle-ci, ils considéraient qu'ils avaient 30% de patients qui avaient des besoins non couverts. Et les attentes vis-à-vis des options thérapeutiques portaient sur l'amélioration de l'efficacité, une meilleure qualité de vie, un profil de tolérance qui soit plus favorable des traitements et une voie d'administration qui soit plus pratique, un coût plus raisonnable. Voilà. Et au final, les critères qui justifiaient l'initiation d'une prophylaxie pour les patients, c'était plus l'altération de la qualité de vie qui pesait autant dans la décision d'initier une prophylaxie que la fréquence et la sévérité des crises. En conclusion, l'arrivée des nouveaux traitements efficaces anti-callicréine ouvre vraiment la voie vers l'amélioration de la qualité de vie des patients, vers la personnalisation des traitements, vers la sécurité face aux pénuries éventuelles qu'on a connues et, in fine, sans aucun doute, l'adhésion au traitement et la sécurité des patients. Donc, l'accès à l'éducation thérapeutique, c'est en fait un programme national que nous avons mis en place sur la France pour les patients porteurs d'angioedème héréditaire, quel que soit leur âge, leur type, leur stade d'évolution de la maladie, et même aux proches des patients s'ils souhaitent s'impliquer. Donc, cette proposition de participation au programme, elle se fait soit suite aux consultations spécialisées, soit lors d'hospitalisation, et ça peut être aussi des patients qui sont adressés par l'association de patients. Donc, vous voyez là un petit peu ce programme qui a été fait par des équipes des différents sites du CREAC qui sont réunis sur Grenoble pour créer le programme et se former à l'éducation thérapeutique. C'est une démarche qui est volontaire avec un bilan éducatif pour connaître les besoins, avec des sessions individuelles qui sont proposées ou collectives, et puis une évaluation qui est faite. Alors, ça a été conçu à partir des besoins des patients, avec des auto-questionnaires qui ont été distribués aux patients avec l'aide de l'association de patients. Et puis, à partir des besoins des professionnels de santé aussi, qui prenaient en charge les patients. Ça a été approuvé par nos agences régionales de santé. Et la finalité du programme, c'est de limiter l'impact de la maladie sur le patient et sur son entourage sur le plan physique et psychosocial. C'est proposé à tous les patients porteurs d'angioedème héréditaire. C'est une démarche volontaire et le diagnostic doit bien être confirmé avant par un médecin référent. Donc, le programme, il a été validé en 2012, il a été reconduit en 2016, puis en 2020 par nos agences régionales de santé avec des évaluations quadriennales positives. Alors, je vous incite, si vous avez bien mes diapositives après, à aller sur le site Marie, c'est notre filière, notre maman qui rassemble plusieurs centres de référence de différentes pathologies, de maladies hémato-immuno. Donc, vous allez avoir le témoignage de patients qui suivent le programme. Donc, vous pouvez aller cliquer sur ce www.marie.fr. Là, vous allez avoir des patients qui parlent du programme. C'est eux qui en parlent le mieux.
L'objectif principal, c'est de permettre aux patients de développer ou de mobiliser des compétences pour intégrer sa maladie au quotidien et lui permettre de mieux vivre avec. Comme vous le savez, l'altération de la qualité de vie est extrêmement importante et c'est pour ça que le comment mieux vivre avec sa maladie est essentiel. Donc, on sait qu'aussi l'altération de la qualité de vie, elle vient du fait que à partir de plus de 5 crises, comme vous le voyez par an, ici, l'altération devient plus importante et elle est en tout cas aussi, voire plus importante que pour des patients qui sont allergiques. L'imprévisibilité des crises, oui, comment gérer des crises qui sont si imprévisibles, qui peuvent avoir des fréquences et des sévérités complètement variables, des localisations variables et qui sont dangereuses avec un risque d'asphyxie, même après plusieurs années où on est sans symptômes et où les traitements classiques ne marchent pas. Il faut des traitements spécifiques et qui peuvent être fatals. C'est une urgence thérapeutique. Donc, les sous-objectifs de l'éducation des séances sont tout d'abord aussi de savoir reconnaître les crises, de savoir les gérer, d'avoir des attitudes appropriées face aux crises et de pouvoir identifier, mobiliser ses ressources, ses propres ressources, et aussi de savoir mobiliser et identifier les ressources du système de soins et de son entourage. Alors comme ça, évidemment, on met en œuvre des séances, on choisit des techniques de communication, on choisit des techniques pédagogiques, des outils qui sont éducatifs pour atteindre nos objectifs, des cartes comme ça un peu ludiques de barreaux. Et puis, on va proposer du coup des séances à la fois collectives et des séances individuelles. Comment savoir expliquer l'angioedème aux professionnels de santé, comment gérer la crise, le traitement pratique, le travail et l'angioedème, les loisirs et l'angioedème, le couple et la famille et l'angioedème. Et les séances individuelles, c'est essentiellement l'auto-administration des traitements, puis aussi d'adapter ces traitements en fonction des événements de la vie, si on va on doit faire une prophylaxie, voilà, dans quelle situation il faut faire ce traitement préventif de prophylaxie. Donc, tout ce programme qu'on va traverser au début avec le diagnostic éducatif qui dure à peu près 1 heure d'entretien pour savoir quels sont nos besoins, puis ces sessions individuelles et collectives, puis ensuite une évaluation à la fin individuelle avec des questionnaires sur la qualité de vie, va permettre comme ça voilà, de traverser une fois le programme. Pour la majorité des patients qui ont suivi le programme EduCréac entre 2012 et 2016, les effets positifs principaux ont été une meilleure autonomie avec une amélioration de l'accès au traitement, une optimisation de la gestion des crises, un renforcement de leur sécurité et une amélioration de leur qualité de vie. Ensuite, du coup, une mallette a été créée, une mallette collective, parce que des infirmières de différents sites ont participé à cette mallette qui a été financée aussi par notre filière pour que ces trois grands ateliers qui en fait ont été les séances collectives les plus plébiscitées, qui ont réuni l'enrichissement du travail commun de plusieurs sites, en fait, de l'expérience différente de chacun, finalement, a été réunie et a créé cette mallette que vous voyez là, qui va maintenant aller sur tous les sites possibles du CREAC, où on va former en fait les acteurs des différents sites du CREAC, et on peut demander en fait sur les sites qui font de l'éducation thérapeutique à faire des ateliers, voilà, qui sont les ateliers de cette mallette. L'idée, l'objectif principal, c'est d'harmoniser et d'uniformiser les pratiques au sein des différents sites grâce à la création d'un outil qui se veut pratique et ludique, quel que soit voilà, le profil des patients. Donc, vous voyez, ça, c'était tous les ateliers qu'on proposait. Ils sont nombreux. Et de là, on sont sortis 3 grands ateliers. Comment expliquer l'angioedème aux professionnels de santé et à son entourage, comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps pour pouvoir en parler, construire ensemble une définition de l'angioedème héréditaire, comment en parler à son entourage, aux professionnels de santé, comment gérer la crise, savoir identifier les facteurs déclenchants d'une crise, savoir différencier les crises graves des crises modérées, savoir gérer la survenue d'une crise dans certaines situations particulières de la vie quotidienne, et puis les loisirs et le travail, aider à concilier l'angioedème et la vie professionnelle, et être capable d'avoir une attitude appropriée face à une crise sur son lieu de travail, ou maintenir une activité sportive, par exemple, ou dans la vie sociale malgré la pathologie. Donc, on a fait ce launch officiel en mai 2019 et maintenant, la mallette se déploie sur les autres sites du CREAC en réponse à l'appel d'offres de notre filière
Marie qui nous aide à faire ce genre de choses sur toute la France. Le virage à l'IETP, il était indispensable à cause du Covid parce que du coup, on ne pouvait plus faire de séances collectives, on n'avait pas le droit. Donc, c'était devenu indispensable de faire du distanciel, du fait de l'éloignement fréquent des patients aussi, atteints de la maladie rare, du site de référence, évidemment. Ça pouvait aussi toucher le plus grand nombre de patients et rendre l'éducation thérapeutique plus accessible de faire du distanciel. Donc, on n'a pas modifié notre programme, mais on a adapté nos outils. Il a fallu aussi former les professionnels à l'IETP, donc l'éducation thérapeutique en distanciel. Et les outils, alors je vous montre un petit exemple, par exemple, je ressens une gêne à la gorge, ou ma voix se modifie, qu'est-ce que je dois faire? Alors si je choisis, ça c'est quand on fait un atelier en distanciel, alors je dis, bon, je bois un lait chaud avec du miel ou je prends une pastille pour la gorge. Je clique sur ce petit carré et ça me répond, mon angioedème s'aggrave. Bon. Par contre, si je clique sur, je me fais une injection de Bérinert, de Firazir ou de Ruconest, le petit carré se retourne et dit, l'œdème régresse. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui nous permettent de faire des ateliers comme ça à distance. Alors, on fait un petit groupe de patients et on peut faire des ateliers comme ça. Voilà, c'est l'IETP. Donc maintenant, je vais terminer avec la prise en charge en urgence. Qu'est-ce qu'on peut proposer en urgence? Bien, une astreinte, par exemple, nationale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui existe depuis 2010, avec juste un téléphone portable, une hotline, des médecins experts. Et on est donc disponible pour les médecins et les patients AOH. Donc, évidemment, à cause du risque vital, on a mis ça en place et du risque de décès, du fait quand on n'a pas les traitements spécifiques et que les traitements classiques, antihistaminiques, corticoïdes et adrénaline, ne marchent pas du tout. Donc là, les patients sont en danger. La plupart des appels viennent des urgences, 66,6%, 13% des réanimations, donc ça fait presque 80% urgences et réa. Et puis, des appels viennent aussi de cabinets libéraux, ou d'autres hôpitaux. Les angioedèmes isolés, vous savez que c'est parce que vous avez des bradykéniques, mais vous avez aussi beaucoup d'angioedèmes qui sont dits histaminiques, donc un grand diagnostic fréquent qui n'est pas grave, mais du coup, il y a vraiment un diagnostic différentiel à faire. Et donc, pour les urgentistes, ce n'est pas simple. Donc, on peut les aider dans ce diagnostic différentiel. C'est ce qu'on fait au téléphone, en direct. Et ensuite, ça permet après de diriger, adresser les patients en consultation d'aval, soit sur des sites du CREAC pour les angioedèmes plutôt bradykéniques héréditaires, ou plutôt vers des médecins qui prennent plutôt en charge les histaminiques, l'urticaire chronique. Voilà. Alors, il y a des sites du CREAC qui prennent les deux choses, mais pas tous. Donc, c'est très important de pouvoir donner après des conseils pour adresser les patients, pour optimiser leur parcours après qu'ils aient consulté aux urgences pour un angioedème. C'est aussi très important, du coup, de rappeler aux patients d'avoir toujours cette carte sur eux parce que quand ils ont été identifiés de cette maladie rare, ça leur permet, même s'ils ne peuvent pas parler à la limite, en tout cas, de juste présenter cette carte au médecin. C'est toujours plus facile que des fois d'expliquer quelque chose qu'on a du mal à expliquer. Puis les médecins ne vous écoutent pas toujours, vous le savez bien. On avait bien ri quand j'étais venue vous voir. C'est vrai que ce n'est pas facile de s'exprimer aux urgences. Voilà la carte d'urgence que vous avez sur vous et au dos de la carte, il y a une conduite à tenir. Le patient peut présenter un œdème avec un risque d'asphyxie. Et on dit bien que les autres traitements sont inefficaces et qu'il faut le plus tôt possible administrer le traitement soit par icatibant, soit par concentré de C1 et faire le numéro d'astreinte. Donc, c'est une maladie rare, évidemment, que vous avez avec une prise en charge globale. Et c'est pour ça qu'on rappelle toujours des petits messages très précis d'éducation thérapeutique. Toute crise au-dessus des épaules, c'est au-dessus, j'ai une erreur, doit être traitée à cause du risque d'asphyxie imprévisible. Plus le traitement est précoce, plus il est efficace. Tout patient devrait avoir un traitement spécifique à disposition et que l'éducation thérapeutique est essentielle pour la connaissance, la gestion des crises et les situations à risque et le dépistage familial.
très important. Doit être exhaustif. Dernière chose, c'est notre petit site du CREAC, notre petit nouveau. Donc, je vous incite à aller voir. Il est tout neuf. Donc, il y a encore quelques petites choses qui manquent. Mais là, vous allez tout trouver. Vous pouvez aller dans tous les coins. Il y a plein de choses. Vous trouvez votre centre. Voilà. Il y a le protocole national de soins. Il y a les parcours patients. Là, quand vous retournez les petites choses, là, vous avez les contacts pour aller sur Lyon, sur Lille, si vous êtes dans une région de France, pour contacter, pour avoir une consultation. Voilà. Pour finir, c'est une enquête qu'on a fait auprès des patients qui est en cours, réalisée en collaboration avec l'association de patients sur le bilan de l'état de santé, un petit peu comme vous aviez fait au Québec avec Jean-Nicolas Boursicot, bilan de l'état de santé, de la qualité de vie, des besoins non couverts de nos patients. Donc, on compte avoir plein de réponses pour savoir un peu tout ça. Et pour finir, une proposition d'une journée annuelle scientifique et médicale qu'on a depuis plus de 10 ans, qui est toujours suivie d'une matinée d'information et d'échange pour les patients, en collaboration avec notre association de patients, qu'on délocalise chaque année sur une ville différente de France. Et on a mis en place depuis l'année dernière une matinée biannuelle en distanciel, d'IETP, pour les patients. Regardez voir, c'était ça, un e-atelier. Et voilà, avec des pédiatres, des neuropsychologues, voilà, des APA en activité physique adaptée. Et puis aussi des podcasts. Vous pouvez aller écouter des podcasts, vivre avec des angioedèmes à quinine. C'est des témoignages de patients aussi. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Mais c'était un plaisir de vous raconter tout ça. À très vite, j'espère pouvoir répondre à vos questions.